Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire de Flavie Prévost qui démocratise en France le soloprenariat à travers des formations en ligne et son média, le Board, ainsi que sa nouvelle émission YouTube Solo Nation. Dans cet épisode, Flavie raconte comment elle est passée du salariat à freelance, puis de freelance à solopreneur au fil de ses 2 grossesses. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que Flavie partage plein de conseils, notamment pour scaler son business, en d'autres termes, décorréler son temps de ses revenus, notamment si tu as envie de créer une offre passive pour financer ton congé maternité. Bonne écoute. Merci beaucoup Flavie d'avoir accepté mon invitation à témoigner et à partager ton expérience dans le podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Merci Solène, salut. Et du coup, pour, démarrer, et explorer, ton aventure, entrepreneuriale et de maman, moi, la première question que j'aime bien poser, c'est en fait, par rapport à ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi. Comment toi t'imaginais, l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Est-ce que c'était une question, qui t'a travaillé, enfant ou ado ou pas tellement? C'est c'est une super question, tu m'envoies direct dans les profondeurs de penser à mon enfance. En fait, j'y ai pensé, ben, forcément comme tout le monde, quand tu commences à avoir des enfants, tu réfléchis à la façon dont tes parents t'ont éduqué, j'ai l'impression. Et en fait, moi, ma mère était prof de français, et donc en fait, d'un côté, elle avait beaucoup de temps pour moi parce que je me rappelle souvent d'elle, sur une table, dans le salon, dans la cuisine, en train de lire ou de corriger ses copies. Et paradoxalement, elle était déjà un peu comme moi je suis, dans le mélange entre je suis là, mais je fais mon truc, d'accord? Et ça, tu verras qu'on va le retrouver dans mon activité où en fait, moi, souvent, je sais pas, je suis en train d'écrire une newsletter, de monter un podcast, il y a mes enfants qui jouent, dans mes pattes et c'est un énorme plaisir pour moi d'être avec eux. Et en même temps, faut voilà, c'est aussi, j'ai mon petit jardin secret où je suis en train de lire un bouquin. C'est pas non plus 100 de disponibilité pour mes enfants. Mais voilà, moi, j'ai un souvenir ému quand même de me dire que, bah, ma mère était là et que je pouvais lui parler et qu'il y avait des petites saillies comme ça, on pouvait se parler et c'était pas, «Non, me dérange pas» ou dans un bureau fermé. Et après mon père, lui, il était un peu plus, on va dire, carriériste comme on imagine les papas à l'époque. Je le voyais plutôt le soir et le week-end. Mais c'est marrant aussi, il avait une pratique, artistique, on va dire, artiste du dimanche et tout ça. Donc, il avait aussi son petit jardin secret à lui et le week-end, il pouvait faire des nocturnes jusqu'à 2 heures, 3 heures du mat, pour peindre, dessiner, sculpter et faire la grasse mat Mmh. le lendemain. Donc tu vois, je sais pas, j'ai des parents qui étaient à la fois très aimants, mais qui avaient quand même un peu leur petit égoïsme professionnel, on va dire, donc peut-être que ça m'a un petit peu plus façonnée que ce que j'imaginais. Et toi, vers quoi tu t'es orientée et comment a démarré, ta vie professionnelle? Alors moi, j'ai eu une carrière un peu toute tracée, toute classique. J'ai fait une école de commerce, j'ai, j'avais des trucs un peu artistiques que j'avais envie de faire, mais j'ai pas choisi ce chemin-là, tu vois? J'ai choisi plus le chemin de la bonne élève un peu traditionnelle. Donc j'ai fait, école de commerce. Après, j'ai travaillé dans les musées, mais plutôt en gestionnaire. Ensuite, j'ai travaillé à la Poste en directrice, de centre de profit, directrice de région et en corporate, en grand groupe, en direction commerciale et direction de pays. Donc voilà, vraiment un chemin tout tracé, très, manager des opérations, manager des grosses équipes, avoir beaucoup de déplacements professionnels et tout. J'étais assez carriériste aussi et puis après finalement la maternité m'a fait un truc, je pense, qui arrive à beaucoup de femmes, c'est que ça m'a donné envie de tout péter. Ouais. Je me suis dit: «Faut que je change des trucs». Ça m'a permis de réfléchir. Je crois que les coachs appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça, une intervention, un truc comme ça, ou en gros, ou non, une interruption. Donc en gros, c'est comme si tu courais sur ton petit tapis roulant là, tout tracé et cetera et puis quand tu es enceinte, tu commences à réfléchir à ta vie et voilà et ma vie a été pas mal chamboulée à partir de là et c'est comme ça que j'ai décidé de bifurquer vers l'entrepreneuriat. Mais justement, ouais, j'allais te demander, comment toi tu as vécu, ton entrée dans la maternité? Parce qu'à l'époque, donc pour ton premier enfant, tu étais salariée, puis on parlera encore plus en détail de ta deuxième grossesse, en tant que solopreneuse. Mais du coup, ton entrée dans la maternité, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Bah, écoute, je l'ai très bien vécu, j'étais enceinte de ma fille à l'époque donc ça déjà c'est cool, je sais que c'est pas pour toutes les femmes mais moi ma grossesse s'est très bien passée. Qu'est-ce que je veux dire? Après c'était un peu particulier parce que c'est une grossesse qui, validait un changement de vie total. Moi j'ai changé, j'ai divorcé, j'ai rencontré quelqu'un et cetera donc par contre c'est plus ça que ça a questionné, c'est que je changeais de vie, tu vois? Donc voilà, donc ça a un peu tout précipité mais c'était agréable aussi. Et voilà et après j'ai pris soin de moi aussi, ça a changé par rapport à avant.
je te disais la un peu la businesswoman, toujours en déplacement, qui on se reposera quand on sera mort, c'était un peu mon ma mentalité à l'époque et là, je me suis dit: «Ah ouais, il faut que je fasse attention à ce que je mange, il faut que je fasse, du sport», voilà, donc c'était voilà le bébé, qui m'a permis un peu de me reconnecter à ça et je suis allée chercher des livres à la bibliothèque, je me rappelle de ça, sur l'alimentation et tout ça, parce qu'avant je m'intéressais absolument pas du tout à ces sujets. Je suis quand même pas très calée sur ces sujets, c'est pas des trucs, prioritaires pour moi, mais voilà, tu vois, j'ai essayé de me dire: «OK», je sais pas, ma façon de m'accompagner à ça, c'était écouter quelques podcasts sur la maternité et lire des livres pour me dire: «Bon, dans quoi je m'embarque? À quoi ça va ressembler?» Et ton postpartum, du coup, puisque tu me disais la grossesse c'est plutôt bien déroulé, tu as réussi à ralentir, à prendre soin de toi, ce qui est pas toujours évident Mmh. quand on est, justement quelqu'un d'hyperactif, et déjà parce qu'on n'a pas l'habitude et aussi parce qu'on a l'impression que c'est pas notre identité, donc on a un peu, des résistances à accueillir, ce chamboulement et ce ralentissement. Le postpartum, du coup, comment ça s'est passé pour toi? Écoute, postpartum, plutôt bien. J'ai plutôt des bons souvenirs. Je me rappelle que je dormais là le matin, enfin le bébé, dormait pas, mais tu vois le matin on resiestait jusqu'à genre 10h, 11h du mat. Je regardais des séries. C'était l'été moi, tu sais, en genre grosse canicule, mais je sais pas, volets fermés. J'étais dans mon petit cocon, j'essayais de pas trop bouger pendant un mois, c'était un peu ça l'idée. Et après quand même aussi la solitude quoi, parce que se dire: «Waouh, bah, je suis toute seule, mon mec qui est reparti travailler et tout». Donc là, je me rappelle, je prenais ma poussette yo-yo là, à l'époque, j'habitais encore à Paris et je traversais tout Paris, enfin tout ce que je pouvais pour aller voir des gens pour déjeuner. Des potes, des collègues, des confrères, des consoeurs et c'était ma petite sortie. Donc passer un peu la gêne de devoir allaiter ton bébé dans tous les restaurants de Paname et de te dire: «Bon alors est-ce que là ça passe?» ou dans des endroits improbables. J'ai bien aimé, tu vois? Ça en fait, je trouve que c'était un petit peu le bébé connexion parce qu'en fait, les gens, ils étaient quand même contents de voir un bébé. C'était rigolo de se voir dans ces conditions et ça m'a permis de revoir plein d'anciens potes et tu vois? D'avoir une vie plus, tu sais? Dans ta vie, ta carrière, tu as jamais le temps, machin. «Ah ouais, faudrait que je rappelle bidule, ça fait 1 an, 2 ans qu'on s'est pas vu». Donc j'ai fait tout ça pendant peut-être 1 mois ou 2, en profitant de l'été et comme ça, j'avais mon petit cocon à moi et en même temps ma sociabilité. Ouais, trop bien et Et tu as je mangeais bien parce qu'attends, c'est important de bien manger, surtout quand tu allaites. J'étais un ogre, c'est j'arrêtais sûr. pas de bouffer, donc ça me Sans donnait un peu cuisiner du d'appétit. coup? Parfait. C'est ça. Et tu nous disais donc que, cette première grossesse, ça a aussi, même si tu l'as très bien vécu, et le pendant, et l'après, ça a été un déclencheur pour toi, par rapport à un changement de carrière et puis un lancement, dans l'entrepreneuriat. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, pourquoi déjà tu t'es lancée, dans l'entrepreneuriat? En quoi consistait ton activité, au départ? Ouais, bah, écoute, déjà donc ouais, ce que je voulais dire, c'est que la grossesse, ça te fait changer des trucs. Tu vois, par exemple, moi, un truc bizarre que j'ai changé, c'est que, j'étais en voiture avant, tu vois? Je bossais pour, Sixt, les locations de voitures, donc j'avais une super belle voiture de fonction. Je ne supportais plus d'être en voiture, assise, enceinte, dans les bouchons. Donc j'avais plus de moyens de locomotion, donc je me suis mise au vélo et alors là, tout le monde a pété un câble en me disant: «Mais tu peux pas faire du vélo, enceinte, dans Paris». Je faisais attention, tu vois? J'avais un casque, des clignotants, j'allais tout doucement sur les pistes cyclables et là, j'ai vraiment ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie parce que depuis, je fais du vélo, tout le temps et j'étais bien, j'étais dans le plein air, je sentais pas tu sais, ma pesanteur, je me sentais libre et je me suis dit: «Waouh, purée, mais moi je pourrais plus jamais travailler, dans une salle de réunion pendant 8 heures, c'est fini les trucs de comme ça, de déplacement et tout». Donc déjà, ça avait commencé un peu à grignoter mon idée d'avoir envie d'être plus libre, tu vois, au travail que Mmh. j'avais déjà. Et ensuite, bien sûr, le fait de revenir au boulot et de se dire: «Bah, je vais avoir des déplacements pendant 3 jours par semaine, pas voir mon bébé, pas pouvoir partir avant, de 19-20 heures. Comment je vais faire?» Tout ça, ça m'a clairement accéléré. Et en fait, moi, ce que j'ai fait parce que je fais partie des salariés qui ont envie de se lancer, mais qui ont pas d'idée, tu vois? Le problème, c'est ça, c'est parce qu'en fait, on n'en parle pas, ça. On a l'impression que les gens qui se sont lancés, ils ont tous des idées de génie et tout, mais moi, j'en avais pas trop. Donc bon, Mmh. j'ai pris une de mes idées, la moins pire, on va dire, parce que tu sais, on a souvent une liste d'idées comme ça et je suis allée dans un incubateur de start-up et en fait ça m'a fait énormément de bien. C'est, 3-4 mois où en gros tu apprends tous les trucs pour entreprendre et tu apprends à maturer ton idée et c'est en faisant ça en parallèle de mon travail, que Mmh. je me suis dit: «Bah, en fait voilà, je vais tester ça, je vais lancer mon podcast et cetera» et donc c'est là que je suis devenue une, side entrepreneur ou salariée diversifiée donc combiner les 2 comme ça j'avais pas non plus la pression énorme de quitter mon taf.
Je crois que c'est pas facile de quitter un taf en postpartum. Enfin, tu vois, je pense moi, je me voyais pas du tout faire ça. C'était pas du tout le moment, de gérer tout ça de front et ça m'a ouvert les chakras sur l'entrepreneuriat et après je me suis plus je mettais le doigt dans l'engrenage, plus je me disais: «Ah ouais, c'est bien. Ah ça, c'est cool. Ah ouais, en fait, ça se passe bien» et tu vois, c'est comme ça que finalement je me suis lancée, mais finalement que 2 ans plus tard. Mmh mh. Mmh. OK. Donc tu as gardé, la sécurité, du salariat, tout en te connectant avec cette créativité, cette envie de liberté, du soloprenariat, en parallèle. C'est ça. Bah, en fait, je dirais que moi, j'ai créé un podcast en parallèle. Ça m'a Mmh mh. semblé bien parce que pas trop menaçant par rapport à mon employeur, tu vois? J'allais pas dire, moi, j'étais membre de Comex et tout, j'allais pas dire: «Bah, je fais du freelance à côté», tu vois? Ça, c'était mort. Donc Mmh. par contre, créer un podcast, bah, c'était plutôt une activité, on va dire, loisir ou intellectuelle. Donc j'ai fait ça et en fait, quand on crée un podcast et je pense que tu en sais quelque chose, on met le doigt dans un engrenage entrepreneurial parce qu'il faut apprendre à parler de son podcast, faut rencontrer des gens, faut le produire, faut le monter, blabla. Donc c'est comme une sorte de mini-entreprise et j'avais Mmh. pas du tout conscience de ça en le lançant et je pense que c'est ça qui m'a vraiment façonné ma personnalité entrepreneuriale de plus tard, quoi. Mmh. Ouais, puis ce qui est génial, que ce soit un podcast ou ça peut être aussi, je sais pas, rédiger, des un blog, ou publier sur LinkedIn ou, voilà, animer, un compte Instagram ou autre, c'est aussi du coup, bah, te construire une communauté comme ça le jour où tu as envie de lancer quelque chose, que tu as quelque chose à offrir, à vendre, tu as déjà des personnes qui te suivent, qui adhèrent avec, ta personnalité et puis, voilà les valeurs, que tu transmets. Donc ouais, c'est vrai que c'est un super moyen, de se lancer, pour grossesse d'entrepreneuse, tu vois? J'avais déjà eu une entreprise avant, Mmh. et contrairement à la première entreprise, j'ai d'abord lancé, entre guillemets, «le marketing» avant de proposer une offre. Donc j'ai lancé le podcast grossesse d'entrepreneuse avant, la préparation business à la grossesse, justement dans cette idée-là aussi, donc pour celles qui nous écoutent et qui, voilà, sont attirées par l'entrepreneuriat et en même temps il y a la maternité, il y a tout qui se chamboule un petit peu, mettre le doigt dans l'engrenage par de la création de contenu, quel que soit le format, ça peut être une chaîne YouTube aussi ou autre, ça peut être effectivement une super bonne pratique. Autre question du coup que je voulais te poser, donc tu me disais ça faisait 2 ans que tu avais mis, le doigt dans l'engrenage. Est-ce qu'à l'époque tu avais, déjà, un projet de 2e enfant ou pas? Et comment est-ce que tu envisageais, la maternité avec l'entrepreneuriat? Est-ce que tu voyais que c'était des choses qui allaient plutôt bien s'imbriquer, contrairement justement à ce que tu avais l'impression que le salariat, Ouais, avec les déplacements, les réunions tard et cetera, te c'est ça. t'entravait dans Bah ta maternité ou au contraire, est-ce que tu avais peur, de lâcher le salariat pour l'entrepreneuriat avec, cette perspective, de maternité, voire de 2e maternité? bah, moi, j'avais peur, bien sûr. En plus, je suis réaliste. Enfin, après, je sais pas qui dans tes auditrices, quel est leur profil. Moi, j'étais quand même, top manager, donc j'avais un bon salaire, j'avais une belle carrière. Donc vraiment, j'allais pas du tout, quitter ma carrière pour un petit flirt, tu vois ce que je veux dire? Une idée d'entrepreneuriat, qui est naze, en fait. Donc bon, j'étais assez quand même clairvoyante sur ça. En plus, moi, je suis directrice commerciale, je vois très bien ce que ça veut dire faire du chiffre d'affaires, c'est pas si simple. Donc tu vois, quand tu calcules un Mmh mh. peu combien il faut que tu fasses de chiffre d'affaires pour gagner le même salaire, c'est assez vertigineux et j'étais là: «Ah ouais, donc en fait, moi, je peux pas faire, genre, 30 000 € par an, ça suffirait pas» et du coup, avec le bébé, tu as la pression supplémentaire de te dire: «Bon, il faut pas que je déconne», donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps, on va dire, j'étais assez réaliste là-dessus et en même temps, je me suis dit: «Bah, ça y est, j'ai un bébé, peut-être qu'on peut partir ailleurs de Paris aussi», parce que c'était le covid et tout ça, tu sais, ça a remué tout ça à cette époque-là Mmh. et donc là, on avait le projet, de partir à Nantes, s'installer et tout. Bon bref, je me dis: «Allez go» et ça sera le bon moment parce que comme ça je pars, je me mets à mon compte, ça sera plus facile que de trouver un taf. Enfin, tu vois, j'avais déjà le plan. Sauf que, le plan n'incluait pas, forcément, le deuxième enfant qui arrivait un peu Mmh. plus tôt que prévu. Enfin, tu vois, je sais plus, je crois que j'ai une copine qui m'a dit, «Écoute, tu sais pas, peut-être ton premier enfant, tu l'as fait vite, mais si ça se trouve, ton deuxième, ça va mettre plus de temps à arriver». Donc moi j'écoute les conseils des gens, tu vois? Donc je dis: «Allez go, on s'y met» et puis en fait, c'est arrivé tout de suite. Donc bah, là forcément pareil, mon côté cartésien a pris les devants et je me suis dit: «Bah, je vais peut-être rester le temps que, j'ai mon deuxième enfant et partir qu'à ce moment-là, comme ça va me laisser le temps de préparer». Mais par contre là, j'étais vraiment dans une optique.
totalement différente parce que moi, j'étais déjà entrepreneur dans ma tête. Donc en gros, je me suis dit: «Je reste pas pour me après avoir peur». Non, non, c'est genre: «C'est décidé, je vais partir. Qu'est-ce que je peux faire pendant tout le temps où je suis enceinte et pendant tout le temps où je vais être en congé mat pour préparer la suite pour que quand je commence, bah, je commence pas de zéro, tu sais, en mode: «Ah bah, qu'est-ce que je vais faire comme entrepreneur?» Non, je sais ce que je vends, à quel prix, j'ai déjà un peu la fameuse communauté dont tu parlais parce qu'avant, j'avais osé rien faire de tout ça parce que j'étais trop salariée dans ma tête. Donc je ne postais même pas sur LinkedIn pour dire: «Écoutez mon podcast», tu vois? J'en étais à ce stade. Donc voilà, le Mmh. numéro 2, ça a été le déclencheur de: «Bon bah, allez, c'est le moment», parce que du coup, je sais aussi que c'est beaucoup plus simple quand tu es salarié, quand tu as un bébé, de négocier à ce moment-là parce que, bah, tu vas dire à ton employeur et d'ailleurs ça s'est hyper bien passé aussi parce que c'est ce que j'ai fait, quoi. Au lieu de revenir, de tout remettre en place et après te dire: «Bah, je voudrais partir», en fait, non, moi j'ai dit: «Écoutez, c'est plus simple, je vais pas revenir, comme ça on s'organise dès maintenant, je vous aide et cetera et moi on négocie», tu vois? C'était un peu gagnant-gagnant. Mmh, OK. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de femmes, qui justement, soit changent, de métier, de carrière ou même, au sein de la même entreprise qui évoluent, au retour de leur congé, maternité. Parfois, parfois, c'est une évolution, qu'elles n'ont pas tout à fait, choisie, voire, pour pas parler des mises au placard et autres cas de harcèlement. Mais même en dehors de ça, effectivement, il y a souvent des envies, de changement et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les employeurs ont peur, des grossesses des femmes. C'est pas juste, pour manager, leur, temps enfin, voilà, pour les faire remplacer, pendant leur congé mat. C'est aussi, voilà, dans quel état vont-elles revenir? Est-ce qu'elles seront toujours, motivées par leur poste? Et comment Et voilà, puis tu comment vois les peut-être choses vont ça, se toi, goupiller? dans l'entrepreneuriat, mais moi je trouve qu'il y a moi je suis très, le futur, la nouveauté et tout, donc pour moi la première grossesse c'était OK. Organiser toute mon équipe pour que ça marche, quand je reviens de ça. Par contre la deuxième j'étais là: «Ah bah non, j'ai déjà vu ce film en fait, ça me saoule. J'ai pas du tout envie de refaire les mêmes trucs, ça me saoule». Ça me saoulait. J'étais là: «Non mais pas 2 fois le même film», donc je me suis dit: «Allez go, c'est le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat» et comme tu dis, parfois vaut mieux saisir l'opportunité de partir, de façon bien parce que si déjà avant même de revenir, tu es saoulé et cetera, tu peux avoir le revers de la médaille, ce fameux, placardisation ou que sais-je et ça se passe un peu moins bien pour toi donc voilà, faut savoir Mmh. sentir aussi le coup et se dire: «Bon OK, je suis pas complètement prête mais vas-y, je vais essayer de surfer la vague quand même». Ouais, 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 carrément. Non, l'image de surfer la vague, je trouve qu'elle est très juste, parce qu'en plus, c'est pas qu'une petite vague, l'entrée dans la maternité, c'est plus en mode de tsunami, donc c'est sûr que, voilà, c'est bien de pouvoir, profiter finalement de cette grande transformation, de ce grand chamboulement pour, bah, réajuster les choses, réaligner et puis, et si on sent et comme c'était ton cas, qu'effectivement on n'est pas tout à fait au bon endroit, bah, en profiter pour justement, ça peut être un accélérateur en fait, aussi, la grossesse. Qu'on pense toujours, «Oh là là, ça va me ralentir, ça va me ralentir». Non, ça peut aussi vachement accélérer les choses, et dans ton cas, voilà, accélérer, le lancement dans l'entrepreneuriat et du coup, pour qu'on resitue bien côté business, quand tu es tombée enceinte, donc très rapidement, de ton deuxième enfant, où est-ce que tu en étais exactement du développement de ton activité? Qu'est-ce qui était en place? Puis on va parler ensuite de ce que tu as mis en place pendant et Ouais. après la grossesse, mais, où est-ce que ça en était après les Bah quelques là, années de, à touch and ce go? stade, j'avais donc un podcast, qui tournait, Mmh. que j'avais déjà pivoté une fois, qui me rapportait pas encore d'argent parce que, bah, du coup, j'étais quand même précautionneuse par rapport à ça, mais j'avais quand même aussi je faisais du freelancing à côté. Donc Mmh. j'étais enfin sur mes jours de congé, hein, ou sur mes jours d'activité partielle, parce que comme c'était le covid, il y avait aussi des moments comme ça et je me rappelle très bien, j'étais enceinte, comme une énorme baleine là, j'allais, dans un coworking, aider une start-up, à être directrice commerciale externalisée et le OK. mec me disait, «Mais je veux te recruter, je veux te recruter» et moi je me disais: «Mais je veux pas être recrutée quoi. Si je pars, c'est pour être freelance, pour être solopreneur, mais c'est mort quoi». Donc voilà et du coup voilà, tu sais, j'ai vraiment, tout combiné, podcast plus, freelancing plus salariat jusqu'au bout du bout et Mmh. même, donc pour mon accouchement qui s'est passé, à Nantes. J'étais dans ma salle d'accouchement, ça n'arrivait pas. Ils ont dû me déclencher, mais je sais pas, j'ai dû attendre 2 jours ou 3 jours. Je me rappelle, j'avais pris mon micro de podcast et j'étais en train de finaliser des montages, de faire des trucs. La meuf complètement tarée, tu vois, jusqu'au bout du bout ou peut-être dans le déni, mais je profitais. En fait, j'étais au calme, dans cette salle de cette chambre d'hôpital, tranquille et voilà donc voilà, la combinatoire totale jusqu'à ce que bébé numéro 2 arrive.
Et ta grossesse, avant qu'on parle, de cette arrivée et de l'après, est-ce qu'elle s'est aussi bien passée, que ta première ou pas? Ouais. Parfois les deuxièmes grossesses, elles sont un peu plus fatigantes parce qu'on a l'aîné aussi à gérer en parallèle. Ah bah, là, clairement, merci les grands-parents parce qu'en fait, en plus, c'était tous les confinements, numéro 2, 3, je sais plus où on était, donc c'était vraiment, des conditions bizarres pour avoir un enfant. On est d'accord, les bébés covid, c'était quand même un peu spécial. Donc moi, Mmh. j'ai passé pas mal de temps, chez mes parents, tu vois, à côté de Bordeaux, un peu dans la campagne, du coup, j'allais marcher. Moi, j'avais eu beaucoup de nausées là sur cette, 1er trimestre et un peu deuxième trimestre, donc je supportais plus être devant un ordinateur. Ça, c'est quand même chiant parce que vraiment tu sais, j'avais des sortes de petits vertiges, j'arrêtais pas de manger, j'étais pas bien, surtout le matin et bah, du coup, j'allais marcher. J'allais marcher dans la pampa avec mon père, donc voilà, c'était très, et du coup, ça je pense, ça m'a permis de réfléchir aussi et de pas, tu vois, comme on fait, bourriner quoi, c'est-à-dire, bosser, 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 voilà donc écoute, je dirais, ouais, une petite, grossesse, un peu à la fraîche, ça s'est bien passé avec bébé numéro 1 aussi donc enfin globalement, moi je pense que j'étais, bénie, là-dessus, tout s'est bien passé et après quand même un peu prématuré, d'1 mois donc mais tout s'est bien combiné quoi. Il est arrivé, juste après qu'on ait déménagé à Nantes au moment où on a posé les cartons. Voilà. Mmh, mmh, OK. Et est-ce que tu as dû, annoncer, ta grossesse, à tes je sais pas, tes clients en freelance, ou comment tu t'es organisée aussi par rapport au podcast? Est-ce que tu as fait des enregistrements à l'avance pour que ça continue, pendant ton congé ou pas? Comment tu t'es organisée par rapport à, parce que bon, quand on est salarié, voilà, on dit qu'on va être, enfin voilà, qu'on est enceinte, qu'on va avoir, son congé et puis, quelque part, tout se met en place avec nous, Mmh. mais quelque part, c'est co-organisé avec les RH, avec, son manager et cetera. Quand on est à son compte, bon, bah, on a tout à piloter soi-même, puis on peut avoir peur que, justement les clients, freelance quand on est freelance et qu'on a des clients, on n'est pas du tout protégé par le droit du travail comme le sont les salariés, donc ils peuvent partir en courant, aller, aller voir, d'autres freelances que nous, Ouais. donc toi, est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu as mis en place, pour préserver ton début d'activité? Parce que tu avais aussi cette perspective et cette ambition de lui donner de l'ampleur et que ça devienne ton activité principale, donc il fallait pas que tout se pète la gueule, en ton C'est absence. sûr. Bah, écoute, plusieurs choses. Alors déjà, moi, je trouve que quand tu es salarié, c'est pas vrai que les gens t'aident à organiser ton congé mat. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression de m'occuper de tout toute seule, quoi. C'est-à-dire que la façon dont tu quittes, c'est la façon dont tu vas retrouver le truc. Donc si tu laisses emmerdier, ben, bon courage pour ton retour. Donc voilà, moi, je pense qu'on n'est pas vraiment hyper, supportifs. Enfin, ouais, les congés RH, ils te disent quoi? Tes dates de congé, quoi, maternité, mais c'est pas eux qui vont manager ton équipe et tout. Donc moi, j'étais déjà quand même assez à un niveau où, j'avais besoin de tout organiser et tout. Bon, je l'ai plus Mmh. fait pour la première fois que la deuxième parce que la deuxième au final, mon équipe, c'était la même et tout, donc ça m'a facilité les choses et après les clients en freelance, c'était très clair. C'est genre on bosse ensemble jusqu'à ce que, jusqu'au terme et après on rebosse plus ensemble. Donc c'est ce côté CDD un peu précarité du freelance, je l'ai tout de suite vu et d'ailleurs c'est ça qui m'a fait germer ce qui a été après le gros de mon travail plus tard, c'est l'idée vraiment de décorréler son temps de ses revenus parce que moi, j'ai beaucoup de freelances qui écoutent mon podcast et je leur dis tout le temps et d'ailleurs, souvent quand ils ont un heureux événement qui va arriver, c'est là que ça leur fait le déclic. C'est en fait, tu Ouais. dis: «Bah, merde, je vais plus pouvoir vendre mon temps, parce que, bah, je serai en congé mat, bah, comment je vais faire?» Bah, oui, comment tu vas faire? Et donc c'est là la nécessité de générer des revenus dits asynchrones qui n'arrivent pas au moment où tu travailles. C'est pas des revenus complètement passifs, mais depuis, ça a été mon obsession et en fait, c'est un peu comme le podcast, c'est l'idée de dire que tu batches avant pour les publier après. Bah, dans le travail indépendant, c'est pareil. Il y a des façons de construire un produit scalable qui va te ramener des revenus après et que tu peux travailler avant. Voilà, donc c'est en gros, ça a été mon moment où j'ai réalisé ça et après je l'ai mis en place dans mon activité. Ouais, ouais et puis d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle je trouvais ça super intéressant de t'avoir dans le podcast parce que tu crées plein de ressources. Je sais que tu as écrit aussi, 2 livres, et qui du coup peuvent aider, celles qui nous écoutent, qui ont, bah, voilà cette ambition-là. Donc on mettra les ressources en description, de l'épisode pour celles qui sont en plein dedans. Super et donc tu disais tes clients en freelance, tu avais décidé que tu les reprendrais pas, après.
enfin qu'en tout cas, voilà, tu allais jusqu'au bout avec eux, jusqu'au démarrage de ton congé maternité en tout cas. Et puis, le podcast et la création de contenu, le marketing, est-ce que tu avais mis en place, des choses? Ouais. Comment ça s'est organisé? Ouais, ouais, bah, du coup, dans l'anticipation toujours, hein, tu vois, dans le podcast, c'est-à-dire, batcher des trucs à l'avance et après j'ai quand même, voulu très rapidement reprendre le podcast et je me suis rendu compte que vraiment le podcast, c'est pas une activité adaptée quand tu es en postpartum parce que, bah, c'est chiant. Le bébé, il pleure tout le temps à des moments complètement impromptus et du coup, tu cales un rendez-vous et tout. Déjà la charge mentale d'avoir un rendez-vous en visio, je déconseille, mais alors, le podcast vraiment, c'est pas comme une newsletter ou écrire des posts sur Instagram donc bon, voilà et après par contre, ça a été le lancement d'un nouveau concept et c'est ça, je pense, qui a fait décoller mon podcast. Comme quoi la chaque grossesse, ça te fait réfléchir aussi. C'est là où j'ai basculé des interviews classiques aux mini-séries et en fait, les mini-séries, c'était, très conceptuel. Fallait faire, plus de préparation, mettre des musiques et tout ça et ça s'y prêtait bien, on va dire en post-production. Voilà, donc j'ai préparé cette bascule, pour le coup, ça, pendant mon congé mat pour qu'à la fin de mon congé mat, je lance le nouveau format et que je sois à nouveau à fond et hyper motivée sur ce nouveau projet. Mmh, ouais, super, parce que du coup, c'est, aussi, un format qui, comme tu disais, demande peut-être plus de travail en post-production, éventuellement plus de travail d'écriture Oui. avant l'enregistrement, mais avec plus de flexibilité, c'est ça, pour créer les épisodes? C'est ça, puis j'ai pivoté en fait, c'est ce que je dis aussi aux gens, je pense qu'il faut pas hésiter à pivoter son business. Moi, au début, j'étais un peu coincée comme j'étais salariée, j'étais pas libre de 100 de mes mouvements. En prévision d'être complètement libre, j'ai pivoté de business model. Donc j'ai pivoté mon podcast vers vraiment les freelances et les solopreneurs à fond et bah, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir commencer à monétiser. Donc j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que je peux avoir des sponsors? Comment je pourrais gagner de l'argent avec cette nouvelle activité? Donc tu vois, c'était un peu comme relancer une deuxième entreprise en fait, ce pivot. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc à chaque grossesse, un nouveau stade de développement C'est ça. pour ton activité. Et par rapport au congé maternité, donc tu disais que tu étais salariée, toujours, en tout cas officiellement, pour cette deuxième grossesse. C'était en quelle année? Excuse-moi? Parce que tu as dit que c'était après le covid, mais 2021. 2021. Ouais, OK. là c'était, je sais pas, d'octobre à janvier, un truc comme ça, enfin fin OK. d'année quoi, cette fin Ouais, d'année. ouais, ouais. Non, je pose la question parce qu'en fait, il y a, eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, notamment en 2019, mais aussi en 2022, sur la façon dont est calculé, le congé maternité et sur la justement aussi tous les doubles statuts ou les personnes qui sont et salariées et entrepreneurs, ou qui sont entrepreneurs depuis pas longtemps, mais qui ont une activité salariée qui peut du coup compter pour le congé mat et cetera. Mais ça, c'est 2022. Alors moi j'avais fait quand même, pardon, j'avais ouvert ma micro quand je Oui, travaillais et ensuite j'avais constitué une SASU pour mettre mes, revenus dessus et pas y toucher, tu vois? Donc en ouais. gros mon but c'est faire du chiffre d'affaires, le mettre dans ma société, mais ne pas y toucher et pouvoir après, avoir Pôle emploi si besoin. Donc c'était ça mon Mmh. montage, pour pas que Ouais. ça me complique ou que ça me fasse moitié-moitié ou que ça me calcule un autre, voilà et donc j'ai profité de mon congé mat de salarié encore à ce moment-là. Et par contre, dans ce congé mat de salarié, c'est là que j'ai fait des trucs aussi d'entrepreneur et que je me suis lancée notamment, sur LinkedIn, quoi. Mmh mh. Mmh. Et donc la SASU, tu étais, présidente non rémunérée, c'est ça? Tu Ouais, laissais, le OK, ça marche. Donc pas de charges sociales, mais donc pas de prestations sociales non plus. voilà, c'est ça. Ouais, ça marche. Et là, du Hem, coup, tu me demandais mon congé mat, ben, mmh la spécificité, c'est que j'étais toute seule à Nantes dans une ville où je connaissais personne. Donc j'ai eu un petit moment un peu de pression où, ben, si mon mec était en déplacement, la moitié de la semaine et donc si jamais il y a et tu vois, il y a eu des cas un peu chauds quoi, la bronchiolite à 1 mois où genre, j'ai dû j'ai dû prendre mon vélo pour emmener enfin n'importe quoi. Enfin, tu vois, j'étais toute seule, j'avais pas de voiture, j'avais ma fille, qui avait, 2 ans de plus, donc c'était vraiment encore un peu un bébé aussi. Donc ça, c'était pas facile à négocier. Le postpartum s'est bien passé médicalement parlant, mais plus en termes de pression et d'entourage, je me sentais moins entourée, beaucoup moins et tu vois la différence avec mon truc à Paris et heureusement, bah, j'ai quand même, tenté le coup et je me rappelle très bien, j'ai écrit à des gens sur LinkedIn
Quand je voyais qu'ils étaient à Nantes ou quoi, ou des freelances ou des gens machin, boum, je les contactais et en fait, là, pareil, j'ai repris mes déjeuners un petit peu, comme ça, avec des gens. Par contre, là, je les connaissais pas et donc je me disais juste: «Oh là là, j'espère que je vais pas devoir allaiter le bébé à ce moment-là», tu vois? Parce qu'on se connaît pas quand même, c'est la première fois et ça a créé des histoires marrantes et des gens que j'ai rencontrés, qui m'en reparlent encore, genre: «Ah, tu te rappelles, tu m'avais mis ton bébé dans les bras, pour aller payer l'addition et tout, c'était trop marrant». Enfin voilà, donc la petite anecdote, la boucle est rebouclée. Mmh, mmh. Ouais, non, mais c'est un chouette, rituel presque du coup de congé mat, de te dire: «Bon, bah, les repas, je les ferai en bonne compagnie», même C'est ça. si, heu, même si je connais pas les personnes, bah, voilà, c'est du networking. Et en même temps, bah, ça brise la glace un bébé tout de suite. Ah ouais, ça C'est c'est clair. bien. Et du coup, puisque tu parlais, d'allaitement, est-ce que, il y a une différence entre, ton premier et ton deuxième allaitement? Sachant que, bah, pour le premier, tu as dû reprendre le travail, salarié, à la fin de ton congé mat. Le deuxième, tu avais cette perspective, d'entrepreneuriat. Du coup, est-ce que ça a fait une différence? Non, pas vraiment. En gros, je pense que c'était, les 2, ils ont été gardés, tu vois, en mode de garde, ma fille à la crèche et mon petit en assistante maternelle. Donc je pense à ce moment-là, moi, j'avais remarqué chez les 2 que ça commençait à se «tarir» entre guillemets, tu vois? Enfin voilà, après j'y mettais je tirais pas mon lait ou des trucs comme ça, je faisais matin et soir. Donc je sais pas, ça a dû durer, 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça pour les 2. Donc pas vraiment Mmh. de grosses différences, on va dire. Ouais, 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 OK. Et tu avais pas, peut-être aussi l'envie d'allaiter, longtemps? Enfin, parce que ça dépend aussi beaucoup du Mmh. projet et puis comme tu dis bien de ce qu'on met en place, si on a envie de faire durer, Ah ouais, même alors donc avec après la reprise du travail et une fois que le bébé est gardé. Mmh. ouais, précision, moi je j'ai gardé mon côté carriériste, je crois même quand j'étais à mon compte, donc la question s'est même pas posée. Je me Dans ma tête, je me suis même pas dit: «Ah, je vais peut-être le garder à la maison». Mais non, enfin, tu vois, j'ai pris, nounou temps plein, normal, comme si j'étais salariée Mmh. et je pense heureusement parce que d'un côté quand même, le fait d'être tout le temps à la maison, ça va vite de se faire un peu phagocyter, tu vois? Ça commence par récupérer tous les colis de la Poste et Amazon. Ensuite, c'est, est-ce que tu es là quand tel mec va venir à la maison? Puis nin. Tu fais les machines, tu fais les machins, surtout quand ton mec est en déplacement et j'étais là, en fait, je pense au bout d'un mois, j'ai pété un câble. Je me suis dit: «Mais attends, je suis en train de me transformer en femme au foyer» et même si c'était, j'avais pas l'enfant, voilà. Donc j'ai tout de suite mis le holà et je me suis mis quelques règles claires pour un peu plus répartir. Genre, bah, déjà, les 3 jours où mon mec était en déplacement, je faisais pas de machine ou de trucs comme ça, c'était pour lui à son retour. Tu vois? J'ai dû un peu, ouais, être un peu trash sur la répartition parce que sinon, bah, 2 enfants, nin, tu te fais vite un peu, «avoir» entre guillemets et moi je vois pas mal d'indépendants, c'est tout le temps toi qui gardes les enfants quand, parce que tu pas besoin de poser de journée, mais sauf que moi, ça me stressait, quoi. Je me disais: «Ben, une journée où je garde les enfants, c'est 800 € en moins», tu vois? C'était mon taux journalier moyen, mon TJM. Mmh. Donc c'est horrible de le voir comme ça, évidemment, je dis pas ça, je les aime et j'étais contente de les garder. Mais tu vois ce que je veux dire? Si tu mets un peu ton cerveau en mode comptable, à la fin, tu es là, bon, bah, 2 journées, plus une journée, plus je sais pas quoi, plus la crèche fermée, ça fait 4 000 balles, quoi. Bien C'est sûr. stressant. Ouais, ouais. Et comme tu le dis très bien, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, quand on est, entrepreneur, ou solopreneur ou freelance, enfin quel que soit le mot qu'on utilise, en fait, le chiffre d'affaires à générer pour, l'équivalent salaire de salarié est bien plus important et donc en fait, la pression sur le temps, même si on décorrèle son temps de nin 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 nin, il n'empêche que, en fait, c'est beaucoup plus rentable pour quand on est un couple avec un salarié, un solopreneur, c'est beaucoup plus rentable pour le salarié de poser un jour, même un jour de congé non payé, que pour un entrepreneur et le grand problème, je trouve, c'est qu'il y a une espèce de double standard, dans C'est clair. l'entrepreneuriat. C'est quand c'est monsieur dans le couple qui est entrepreneur, c'est il a pas le temps parce qu'il est entrepreneur, alors que quand c'est madame qui est entrepreneuse, bah, elle a le temps puisqu'elle est entrepreneuse et ça, moi, ça m'énerve. Enfin bon, voilà Non, mais et tu je as trouve raison de le que rappeler tu parce f que ouais. c'est vraiment un combat, quoi. Enfin, tu vois? Et pourtant nous, je veux dire, j'allais dire on est évolués, enfin, tu vois? On se partageait déjà, les tâches et tout. Mais purée, l'arrivée d'un autre enfant, non, ça, bah, faut rebattre encore les trucs. Faut en faire moins qu'avant parce que sinon tu te fais avoir par tous les petits trucs interstitiels, le pédiatre, machin, aller chercher le vaccin. Ah, le vaccin il est pas dispo, bah, j'y retourne, nin. C'est chiant, enfin toute cette vie qu'on Mmh mh. connaît, surtout les micro trucs.
à fois 2 La enfants fameuse ou charge 3 ou mentale. plus, c'est ouais, la charge mentale, elle explose à fond. Et ce choix de faire garder, tes bébés, bah, «dès que possible» entre guillemets, enfin voilà, quand ils avaient 3-4 mois. Je pose la question parce que moi aussi j'ai fait garder mes enfants, le plus rapidement possible. Hem mais tu disais que toi, tu as grandi avec une maman qui bossait, enfin qui était prof, mais qui du coup avait des copies à corriger ou des cours à préparer pendant qu'elle s'occupait de toi. Et je vois beaucoup d'entrepreneuses se dire: «Ah bah, je vais reprendre et puis garder mon bébé en même temps», il y a cette espèce de, je sais pas, pour moi, c'est un mirage ou un truc, qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux. Et ça, une autre chose qu'elle dont m'énerver parce que pour moi, on se tire une méga balle dans le pied, en fait, à vouloir, tout faire en même temps, même si évidemment que parfois, oui, de temps en temps, c'est possible, mais à moins d'avoir comme ambition d'être au minimum syndical et de juste, maintenir le truc à flot vite fait, si tu veux vraiment pouvoir développer un business, tu peux pas et faire ça et être présent vraiment Ouais. pour ton Alors enfant. déjà, je précise que moi, ces souvenirs-là, j'étais au collège, tu vois? Mmh. Donc c'est très différent. Je pense au collège, tu te gardes et nin tu vois? Et je sais pas comment c'était avant mes 6-7 ans, mais j'étais gardée, c'est sûr, j'étais gardée parce que, ça à l'époque, ma mère bossait pas dans la même académie et cetera, donc tu vois? Donc déjà, faut faire attention à ça. Après, nos mères, elles avaient pas à faire, Instagram, un podcast, une entreprise, aller au sport 4 fois par semaine, être parfaite et cetera, donc c'était moins de pression aussi, je pense. Et moi, j'ai réussi à travailler pendant mon deuxième congé mat un peu, mais tu vois, je me suis pas mis du tout une pression démesurée. Je me suis vraiment mis comme objectif à l'époque, je me rappelle, comme j'avais peur de poster sur LinkedIn parce que j'étais salariée, là, je me suis dit: «Bon, bah, je suis en congé mat, finalement, je fais ce que je veux». Je m'étais dit un post par jour sur LinkedIn pour apprendre à écrire parce que quand même, il faut que les gens écoutent mon podcast, sinon personne va le découvrir. Et ça, j'ai réussi à le tenir, mais parce que c'était, tu vois, un travail un peu agréable, tu vois? C'était pas genre, je sais pas moi, construire, une offre ou voir des clients, donc je pouvais le faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça me raccrochait un tout petit peu un truc professionnel, mais sans être trop abusé, intense, donc moi, je dis: «Attention, voilà, si vous partagez» parce qu'aussi, moi, quand je travaille avec mes enfants, je le vois bien, bah, en fait, je travaille, quoi. Je suis plus dans le travail que quand je suis que complètement avec eux. Donc je me garde encore aujourd'hui des moments où je fais les 2, j'appelle ça ça s'appelle, je sais pas, les gens certains aiment pas ce mot, mais les tracances, c'est-à-dire, en gros, je pars chez mes parents ou chez mes beaux-parents avec eux, je bosse la moitié de la journée, l'autre moitié, j'en profite pour aller à la piscine, faire du surf ou aller à la plage avec eux. C'est quand même génial et ça, je me l'autorise, mais c'est pas toutes les semaines, c'est genre, 4-5-6 semaines par an et Mmh. quand même, c'est un peu fatigant parce qu'il faut choisir les bonnes activités et au début, mes tracances, c'était de la catastrophe parce que j'arrivais ni à être en vacances, ni à travailler. Maintenant, je maîtrise un peu plus au bout de 2 ans, mais tu vois, c'est vraiment les seuls moments où je mélange un peu et j'ai aussi quand même des vraies vacances. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est merci, pour ton partage, moi j'appelle ça des workly days. Mais effectivement, ouais, le concept de trakant, et ça me voilà, c'est aussi, voilà, c'est pas parce qu'on est entrepreneuse que, on doit s'arrêter de bosser à chaque vacances scolaires, parce qu'en France, il y en a énormément, quoi. Et ça aussi, je vois que c'est un gros piège pour pas mal de femmes entrepreneuses de se dire: «Ah là là, je vais devoir m'arrêter toutes les 6 semaines, et puis l'été, c'est 2 mois, bam», bah, n oui, mais bon, vous êtes sans doute 2 dans le couple pour celles qui sont en couple, et en plus, c'est pas parce que tes enfants sont en vacances que tu dois obligatoirement, Ouais, moi, les en fait, garder en à plus, temps plein, quoi. Mmh. je trouve par rapport à l'entrepreneuriat, ça va pas trop parce que tu attends trop longtemps entre les vacances et après tu en as trop d'un coup, tu vois? Donc moi, au contraire, moi, j'ai mon mec, il se moque de moi, il me dit: «Non mais toi, il faudrait que tu aies 1 semaine de vacances tous les mois». Bah, on n'est pas loin de ça parce qu'en gros, c'est assez intense l'entrepreneuriat donc Mmh mh. vraiment, j'essaye de prendre, des vacances, régulièrement et c'est pour ça que s'il y a une semaine où ils vont au centre aéré ou une semaine où ils vont chez les grands-parents et que moi je suis pas en vacances, ça me va très bien parce que j'ai pas besoin de 2 semaines d'affilée. J'ai peut-être Mmh. besoin de genre une semaine pour vraiment souffler et après j'ai qu'une hâte, c'est de retourner, travailler quoi, parce que mes trucs avancent pas et il y a quand même une notion de vitesse dans l'entrepreneuriat ou plutôt de momentum. Moi, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis cool, tout va bien et tout il y a des moments où je sens que là, il y a un filon, j'ai une idée, il y a un moment, les gens m'attendent, il y a du répondant et tout. Ça, c'est impossible de s'arrêter dans ces moments-là parce que en fait, tu te tires une balle du pied, tu prends pas dans le pied, tu prends pas l'avance que tu devrais pour ensuite avoir un temps calme. Donc Ouais. ça, Mmh. faut faire gaffe aussi et je pense que c'est assez différent que le salariat. Ouais.
Ouais, ouais. Non, mais carrément et c'est ça qui est chouette aussi quand on est entrepreneur, c'est pouvoir, re-questionner, son rythme et l'adapter, plutôt que d'adapter, sa vie à son travail, d'adapter, son travail à sa vie et puis de choisir un rythme qui permet la conciliation des 2, tu vois? Moi, après mon premier enfant, je suis passée à la semaine de 4 jours et après ma deuxième, je suis passée à, 3 semaines, par mois, en fait, où j'ai cette fameuse semaine, soit de vacances, soit de work holiday, Ah chaque mois, génial. OK. et c'est ça aussi qui est chouette, voilà, quand on entreprend, avec cette «contrainte» entre guillemets, de la maternité, investie. Mais où où en même temps, du coup, ouais, c'est un chouette challenge pour continuer à développer, son business, et à décorréler d'autant plus son temps, de ses revenus. Tu as parlé un petit peu de la répartition des tâches avec ton conjoint. Je voulais, juste te poser une à nouveau la question pour creuser un peu le sujet parce que pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre quand on devient parent. D'ailleurs, il y a pas mal de recherches qui ont été faites qui montrent que l'entrée dans la parentalité, c'est le moment qui, creuse les inégalités, Mmh. femmes-hommes. C'est vrai au niveau sociétal, puis c'est vrai aussi au sein du couple. On a beau, dans un couple hyper paritaire, à la base, bah, voilà, l'arrivée des enfants, ça chamboule un peu tout et parfois malgré soi, on se retrouve, dans une mauvaise répartition. Comment vous vous êtes organisés, économiquement et pratiquement avec ton conjoint, avec cette deuxième grossesse slash lancement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que, voilà, vous avez mis en place des choses pour que, toi, tu aies vraiment l'espace, de pouvoir, lancer ton business à fond les ballons? Écoute, c'est jamais simple. Je pense qu'il faut vraiment, enfin moi je pars d'un principe qu'il faut être indépendant quand même et un peu souverain sur ce qu'on fait, quoi. C'est pas enfin, peut-être que j'ai une vision un peu pas très idyllique du truc, mais c'est pas ton mec qui va te dire: «Ah qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir dans ton activité de». Ça se passe pas vraiment comme ça, la vie, c'est, chacun a sa carrière, son stress, ses trucs. Donc moi, je trouve qu'un salarié, il va projeter aussi sur l'entrepreneur ses peurs de salarié. Donc moi, typiquement, au début, c'était vraiment ça, genre tout ce que je faisais, il le questionnait et tout, mais c'était pas pour être méchant ou pas me soutenir, c'est juste qu'en fait, il parle à travers son prisme. Donc bon, moi j'ai déjà dû mettre la holà là-dessus et dire: «Écoute, moi je mettrai tant sur le compte commun, point. Donc me demande pas maintenant, je m'engage» et moi j'avais fait mes calculs, je pouvais le faire, bon voilà. Donc pour être un peu tranquille, tu vas avoir le champ libre. Ensuite, ça s'est passé, sur le partage des tâches ménagères, ben, je pense comme tout le monde, pas de façon très adulte, hein, c'est plus on s'engueule et tout, puis après, voilà. Et moi j'ai vraiment fait la stratégie de c'est horrible si les mecs écoutent ça, mais c'est nécessaire à un moment. La stratégie de ne plus faire, c'est-à-dire la stratégie du pourrissement, c'est-à-dire je laisse le truc pourrir et je ne m'en occupe plus. C'est très désagréable parce qu'évidemment ça ne reflète pas le standard qu'on voudrait avoir pour notre maison, notre machin, mais si tu fais pas ça, tu vas être complètement cramé. Voilà, j'ai fait ça et après, de temps en temps, des petites mises au point aussi sur, j'ai trouvé un autre truc difficile dans la vie d'entrepreneur, surtout dans notre univers, je sais pas ce que tu en penses Solène, c'est que pas mal de mes activités, elles ont l'air un peu fun, tu vois? Faire des vidéos, sur YouTube, avoir un petit néon rose et tout. Alors, je me rappelle, il m'avait dit une fois: «Bah, toi, de toute façon, à part faire ton instagrammeuse sur LinkedIn». Et là, j'étais là, mais ça m'avait énervée parce qu'en fait, ça re c'est le reflet aussi que toutes ces activités qui sont pourtant dures, se montrer face caméra, trouver ses clients, créer une communauté, c'est comme si c'était un loisir. Et alors là pareil, j'ai mis un gros stop parce que j'ai dit: «Écoute, il y a des activités qui sont plaisantes heureusement parce qu'on entreprend, on choisit notre façon d'entreprendre, mais c'est pas un loisir en fait. Donc écrire sur LinkedIn, c'est pas un loisir, publier des vidéos, c'est pas un loisir. Donc faut aussi, voilà, faire respecter, ces temps-là, voire Mmh, même les temps de mmh. repos. Je sais pas si une après-midi tu as envie de regarder Netflix en fait parce que tu es épuisé et ça arrive vachement plus en entrepreneur et on se l'autorise pas parce qu'on veut toujours être performant, mais les idées, elles vont pas venir quand on est en burn-out ou quand on est dans l'hyper-performance. Voilà, ça, j'ai encore un peu de mal, ça, je le fais un peu en cachette. Si jamais j'ai envie de me faire une après-midi buissonnière, je vais rien dire, mais tu vois, les salariés, ils sont encore beaucoup dans, la travaillomanie. «Ah, qu'est-ce que j'ai bien travaillé aujourd'hui, ah, j'ai fait 4 heures de réunion», et l'entrepreneur, faut s'en désolidariser le plus vite possible de ça parce qu'en fait, c'est idiot de penser comme ça et vaut mieux, travailler 2 heures bien et avoir son temps libre et aller au ciné que bosser Mmh. comme un maboule pendant 8 heures pour pas trop avancer, quoi. Ouais, ouais, ouais.
Non, ça résonne vraiment ce que tu partages, et je pense, ça me fait penser en fait à plusieurs de mes clientes, qui ont tu vois, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, justement pour faire quelque chose, qui leur plaît, qui est aligné avec leurs valeurs. Oui, bien sûr, c'est une activité, professionnelle, mais c'est aussi, quelque chose, c'est une passion, voilà. Et parfois c'est difficile, du coup, voilà, parce qu'on fait quelque chose, pour nous, de faire respecter ses limites et d'avoir une charge, répartie, avec, son ou sa conjointe qui, lui peut-être ou elle peut-être, se sacrifie, en allant au travail, et c'est dur, et mon manager et machin et Ouais. tout et qui est dans la plainte et c'est vrai que ouais, du coup, ça complique un petit peu, l'équation, mais je trouve que voilà, ton discours est hyper, Mais inspirant pour se dire, «Bah, non, mais en fait, on a le droit, c'est un choix, l'autre personne, elle choisit aussi, ce sacrifice ah bah, si elle c'est est dans clair, moi dans ce j'écris mode-là, mon donc livre, c'est pas pour ça que» j'écris mon livre Salarié diversifié et je l'ai mis sur sa table de chevet, hein. Je lui ai dit: «En fait, à un moment, si ça te saoule, d'être salarié, ben, voilà». Après moi j'insiste pas, je veux pas transformer tous mes potes ou tous mes proches en freelance, c'est pas le sujet. Mais Mmh mh. après, juste un point à sa décharge quand même, c'est que moi je pensais aussi comme toi faire la semaine de 4 jours et pas du tout. En gros, moi je suis plus, semaine de six jours. C'est-à-dire en gros, Mmh. je travaille un peu tous les jours et j'ai un peu du loisir tous les jours et ça, c'est dur à encaisser aussi pour l'autre parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est pratique la semaine quand je vais, le jeudi, à 9h, faire les courses. Mais par contre le week-end, ça râle un peu si je suis en train de bosser un petit peu 1 heure ou 2 le samedi, 1 heure ou 2 le dimanche et après, ça aussi, il faut veiller quand même à cet équilibre que ta passion et ton entrepreneuriat débordant transpercent pas tout parce que bon, bah, c'est vrai que même les enfants, ils ont pas envie d'être toujours avec une mère, en side, tu vois? Qui est en train de faire un truc sur son ordi à côté. Donc, voilà, Mmh. moi j'essaye aussi de me réguler et voilà, je mets de Ouais. l'eau dans mon vin aussi sur ce sujet. Non, mais c'est bien, c'est des bonnes discussions à avoir en tout cas et de mettre les choses cartes sur table, voilà, quand on a un mode de fonctionnement différent, un rythme différent, et en même temps, cette grosse entreprise commune qu'est la parentalité de nos enfants, bah, voilà, faut voir, bah, qui contribue comment, et en termes de ressources financières et en termes de temps et d'énergie accordée à tout ça Et et que ce soit bien réparti quoi, qu'il y ait pas de frustration en tout cas d'un côté ou de l'autre. et tu vois un point important qui est équivalent, je pense, en entrepreneuriat, c'est qu'on croit toujours on est toujours en train de se déchirer sur comment l'un ou l'autre peut faire plus et cetera. Mais à un moment, on peut pas faire plus. Enfin, tu es d'accord qu'on moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on passe notre vie à faire des trucs Ah si, déjà si, moi l'un mon et conjoint il l'autre. peut faire plus. Et Non, en je fait, plaisante. on fait l'erreur d'être dans la productivité toxique, alors que ce qu'il faut juste, des fois, c'est juste prendre de l'aide extérieure. Et ça, c'est un point clé, je pense, Mmh. que j'ai envie de dire aux entrepreneurs. Moi, je me suis constituée en entreprise, classique pour avoir des CESU, donc je prends mon maximum de mon plafond, c'est 2 500 et cetera. J'ai de l'aide extérieure, donc ménage, garde d'enfants et c'est pas un tabou d'avoir de l'aide extérieure comme quand tu prends des freelances pour t'aider à faire, je sais pas moi, ton site internet. Je sollicite beaucoup les grands-parents, ils sont vieux, mais ils sont quand même, dispo et tout, ils sont pas dans la ville, mais du coup, on part en vacances avec, on va chez eux et tout. Moi, j'hésite pas, quoi, parce que et quand j'y vais, je me repose, quoi. Enfin, tu vois, je sais que ça il y a des gens qui vont aller s'occuper de leurs parents et tout. Moi, j'en profite, ouais, je fais une grasse mat, je suis désolée, je suis crevée et j'hésite pas à le faire et je pense, voilà, peut-être aussi le conseil, c'est, bah, se constituer une petite équipe, autour de soi en tant que parent, comme on ferait, quand on est entrepreneur et souvent, tu sais, le mot solopreneur, c'est un mot qui cache un peu tout ça aussi. En fait, on n'est jamais seul, on est toujours entouré Mmh d'une mh. communauté et je pense qu'on fait pas assez de big up à cette communauté qui entoure les parents, les mamans, le ménage, les trucs fatigants et tout ça qui nous aide à faire parce que déjà, tu rajoutes 3 heures de ménage à externaliser dans la semaine, ça enlève, 50 des Des disputes, en fait, engueulades, ouais. c'est aussi simple que ça. Ouais, 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 non, mais tout à fait, ouais. Ça, c'est le nous aussi le grand changement qu'on a opéré avec mon mari entre le premier et le deuxième enfant, c'est qu'en fait, au deuxième enfant, moi, j'ai pris nounou, dès, avant d'accoucher, on avait la nounou de nuit la première semaine, on avait, Ah ouais, les repas, faits par la belle-maman. Enfin, voilà, on s'est pas du tout dit que c'était nous qui allions devoir faire tout ça. parfait. Et ça a eu une énorme incidence évidemment sur notre vécu et notamment mon vécu du postpartum. Donc non, mais c'est chouette, voilà, pour celles qui nous écoutent et qui ont soit pas encore eu d'enfants ou qu'on voilà, qui projettent, d'en avoir d'autres.
penser à cette délégation même dans la sphère, personnelle, privée, surtout, dans ces périodes, où oui, on va avoir, moins de temps, moins d'énergie, et c'est pas voilà, c'est important de pouvoir, faire ces investissements-là, parce que oui, ça coûte de l'argent, mais c'est un très, très bon investissement. C'est en Chine, je crois, où en fait, tu sais, pour une journée de mariage en France, on va dépenser, 10 000 – 20 000 €, mais quand c'est un accouchement et un postpartum, on dit: «Ah bah non, moi je prends que les trucs qui sont sponsorisés par l'État, je me fais tout rembourser». Bah, en fait, en Chine, ils prévoient, un budget, équivalent, en fait, pour la naissance que, pour le mariage. Parce que c'est une étape hyper, importante et fondamentale, dans la vie de la famille. C'est l'arrivée d'un enfant, c'est pas rien, et si tu es prêt à claquer, 10 ou 20 000 € dans une journée de fête, tu peux peut-être aussi, mettre un budget conséquent pour, te faciliter la tâche pendant les 6 semaines, qui suivent, l'arrivée d'un bébé, parce que, sinon, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de baby clash, Mmh. et de séparation, au moment de la grossesse, enfin, ou en tout cas de l'arrivée, des enfants. C'est parce que, parfois on a un peu trop de pression, en fait, sur nos couples. Ouais, puis on peut se Hem, dire, mmh, tu vois, c'est toujours pareil, ça arrivera pas si souvent que ça au final. Moi, tu vois, je suis déjà à 2, je me dis: «Bon, bah, c'était peut-être mon dernier bébé», donc le deuxième, ça m'a vraiment changé ça dans ma façon de penser. C'est en fait, profites-en à fond, quoi, donc mmh. quitte à prendre quelqu'un pour t'aider, pour faire des corvées, des trucs et toi tu t'en profites, tu te fais une sieste avec le bébé, ben, c'est mieux ça, en fait, voilà, donc ça change quelque chose aussi quand c'est comme dans l'entrepreneuriat, des fois tu te dis: «Tu as une journée de merde», mais si tu penses aux 10 ans à venir, tu te dis: «Bon allez, c'est le jeu en vaut la chandelle». Donc moi, c'est pareil, j'essaye de temps en temps de me dire: «OK, bon, là, c'est un peu dur à passer, mais en vrai, on profite du truc parce que ça va si vite passer». Et avec le recul, est-ce que tu aurais, aimé mettre en enfin, ou pardon, qu'est-ce que tu aurais aimé mettre en place pour, préparer, ton activité, d'entrepreneuse, à ce moment charnière, de la maternité? Hem, je pense que j'aurais pu me faire aider plus tôt, tu vois? Parce que j'ai eu le syndrome du solopreneur, qui veut tout faire tout seul et tout, trop enfin, tu vois, quand je te parle de quand j'étais en train de monter un podcast dans ma salle d'accouchement, ça doit faire tilt, non? N'importe qui de normalement constitué dirait: «Mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, prends un monteur» et je trouve que c'est difficile d'investir de l'argent quand tu es encore à fond perdu. Pourtant, a posteriori, je me rends compte que si j'avais mis plus d'argent et plus de temps sur le board, au lieu de freelancer comme une malade à côté pour me rassurer, eh ben, j'aurais monétisé plus tôt. Donc là, au final, tout va bien. J'ai monétisé, j'ai commencé à avoir un premier sponsor 2 ans ou 2 ans et demi après et à avoir une idée de produit 3 ans après, mais c'est long, parce que et du coup, je faisais du freelancing à côté. Alors, je renie pas cette période qui m'a appris plein de choses et tout, mais tu vois, je pense que j'aurais pu peut-être monétiser au bout d'un an ou un an et demi et aller plus vite sur la conquête de mes auditeurs et compagnie, en investissant un peu plus tôt et tu vois, un monteur audio, c'était quoi? 60 € par épisode, ça m'aurait pas tué et en fait, des fois, mettre un peu d'argent sur un truc, ça te fait avoir une idée de retour sur investissement encore plus énorme et de la même manière qu'on parlait de délégation, là, je regrette un peu, mais il est jamais trop tard, tu vois? Pareil, claquer un peu en baby-sitter pour investir dans ton couple, ça veut dire quelque chose aussi, tu vois? Se dire: «Bon, bah, allez, oui, bah, ça coûte cher le baby-sitter plus le resto, non», mais ça veut dire aussi que, tu vois, tu fais l'effort d'eux. Donc voilà, je dirais peut-être, ne pas hésiter à investir un petit peu pour se mettre dans un mode vraiment, professionnel et concentré. Mmh, mmh. Ouais, carrément. Et c'est vrai que parfois c'est difficile parce qu'on se dit: «Oh là là, c'est une période où je vais peut-être, moins gagner d'argent, ou mon activité elle va ralentir», et cetera. Et parfois je vois, parmi les entrepreneuses que j'accompagne, en projet bébé ou enceinte, il y a cette réticence en fait, à investir, mais c'est là où le mot investir, c'est pas une dépense quoi, c'est vraiment, tu mises aujourd'hui pour avoir, du temps et de l'argent, du temps maintenant et de l'argent plus tard aussi, donc Et c'est ça qui est investir, hyper important. de l'argent, mais surtout du temps et alors ça, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est si vous avez pas encore de revenus, diversifiés qui dépendent, pas de votre vente à la journée, bah, faut le faire maintenant. Parce que moi, si demain, j'avais un troisième enfant, ben, j'aurais
presque la moitié de mes revenus qui viendraient d'autres sources que ma journée, donc ça a changé complètement ma donne, entrepreneuriale. Mmh. Donc voilà, ça vous rapportera pas énorme au début, peut-être ça sera, je sais pas, 5 000 ou 10 000 € par an, mais ça vous paiera déjà un mois de vacances et le fait d'avoir des «congés payés» entre guillemets en entrepreneur, c'est trop bien donc le plus tôt vous commencez à diversifier, le mieux et après comme ça, comme ça vous faites des erreurs et tout ça, puis les prochains produits et tout seront meilleurs. Mais ça, c'est Mmh. sûr que c'est un conseil que j'aurais à me donner à moi-même et à celles qui vont vivre cette expérience, quoi. Et justement, parce que ma dernière question, c'est sur les conseils qu'on donne aux auditrices. Mmh. Donc pour celles qui nous écoutent et qui se disent: «Ah ouais, moi, il faut vraiment que je diversifie, il faut vraiment que, voilà, j'arrive à décorréler mon temps, de mon argent, mon temps de oui, de mes revenus, pardon». Par quoi tu leur conseillerais de commencer? Bah, en fait, c'est contre-intuitif, mais je leur dirais déjà de limiter leur temps facturable parce que tant que tu es à c'est dur, hein, parce que ça veut dire en gros si tu as 5 jours par semaine que tu factures à un client, 500 €, si tu fais une journée de moins, ça te fait, 2 000 € de moins à la fin du mois en chiffre d'affaires, donc ça a l'air horrible. Sauf qu'en faisant ça, ça te force à chercher des clients, meilleurs et qui payent plus et tout, donc à augmenter tes prix et du coup, tu gardes du temps et moi, je pense qu'il faut minimum, grand minimum, une journée par semaine pour, créer des revenus annexes, si c'est pas 2. Parce que souvent la journée admin entre on la connaît, hein, ça sert à écluser les urgences clients. Donc limite, faudrait même une deuxième journée pour là, travailler bloqué à fond sur un projet. Après, quel qu'il soit, ça dépend de votre business model. Si vous avez un média, ça peut être d'essayer de trouver des sponsors. Si vous écrivez une newsletter, de lancer une newsletter payante. Si vous êtes plutôt dans le domaine de l'économie de la connaissance, comme c'est beaucoup le cas, consultant, expert, créer peut-être une formation pour les entreprises ou une formation de type, bootcamp ou de type formation en ligne et ça demande beaucoup de travail en amont, à réfléchir à qu'est-ce que je vais raconter, puis après la créer, la construire et ensuite la commercialiser. Donc ça se fait pas en 1 mois. Moi, je consacrais, à l'époque quand j'étais freelance, une journée par semaine à l'incubateur solopreneur et voilà, au bout d'1 an, beh, j'avais un produit qui m'a rapporté, qui me rapporte aujourd'hui, bah, l'essentiel de mes revenus. Mmh mh. Mmh. Je trouve qu'il y a pas mal d'entrepreneuses, en tout cas, c'est ce que j'entends beaucoup, dans les voilà, les sondages que j'ai pu faire ou les recherches que je mène, sur le sujet, bah, de l'entrepreneuriat et de la maternité qui se disent, ah bah, pour, compenser, mon manque de revenus pendant le congé maternité et puis voir avant et après parce qu'en fait, certes, tu as le congé mat, qui est, dédommagé par l'État pour les mois où tu t'arrêtes vraiment de travailler, mais en vrai, quand tu es entrepreneur, il y a aussi une baisse d'activité avant, puis après, faut remonter la pente Ouais. si tu as rien mis en place. Et du coup, qui se disent: «Bah, je vais créer un produit passif, pour quand moi je serai pas là». Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? En fait, le produit passif n'existe pas. Parce que ce qui est passif, c'est sa construction éventuellement, c'est-à-dire que tu l'as créé une fois, mais après il va falloir le vendre. Donc faut le vendre, 100 fois, 10 fois, 1000 fois, donc si tu es plus là et que tu vends pas et que tu as pas mis en place de système de vente automatique, il se vendra pas. Donc ça, Mmh. c'est la première logique donc et puis du coup, pour avoir à la fois fait un produit et mis en place un système de vente automatique, là, c'est déjà être très expérimenté dans le domaine de la vente en ligne, business en ligne. Donc c'est pas le truc que tu vas faire à ta première grossesse. Donc Ouais. voilà, ma recommandation, c'est plutôt de travailler, sur, de l'offre au livrable, c'est-à-dire de dire à votre client: «Je vais vous livrer ça dans l'année». Tu vois? Peut-être étirer la durée aussi de tes missions, dire voilà, des abonnements aussi pour que tu restes, voilà, heu, toute cette partie offre et ensuite créer un premier produit. Mais je pense pas, que ça va générer 100 de tes revenus, pendant ton congé maternité. Moi, ma première année, j'avais diversifié, c'était 10. Ensuite, 40 et aujourd'hui, presque 100. Mais tu vois, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc faut être vigilant sur le mythe et la réalité et surtout attention, un produit scalable, c'est beaucoup de travail en amont. Donc est-ce que le moment où tu es enceinte, si tu as des nausées, des machins, ça va être le moment idéal pour faire ça? Non. C'est pour ça que je vous dis anticipez-le, faites-le tout le temps. Un peu tous les Mmh. jours, une journée par semaine. Parce qu'en gros, on aura toujours besoin d'un produit scalable, mais ça sera toujours trop tard pour le créer, le moment où on en aura besoin. Donc, c'est un peu comme une assurance vie. Tu vois, tu épargnes tu sais, les gens, ils épargnent, leur argent tous les mois sur un compte, mais ils pensent pas à épargner leur temps tous les mois sur un projet qui leur sera utile pour la durabilité. Donc, je dirais, voilà, penser argent et temps, c'est un peu la même idée. C'est est-ce que vous l'investissez sur des activités durables?
au lieu de faire juste du chiffre d'affaires entre guillemets «périssable». Mmh. Bah, génial, ça fait un super mot de la fin. Merci beaucoup, pour, voilà, ton partage à la fois de ton histoire, puis aussi de ton expertise. Et puis, bah, comme je le disais, voilà, on mettra tous les liens pour te retrouver, pour consulter, tes livres aussi, et les mettre éventuellement sur la table de chevet du conjoint si besoin. Voilà, merci beaucoup, Flavie, pour ton partage aujourd'hui. Merci beaucoup Solène. Un grand merci à Flavie d'avoir partagé son histoire qui montre bah, que la grossesse peut être l'occasion de faire maturer son business vers un mode de fonctionnement de plus en plus optimisé. C'est d'ailleurs bah, moi ce que je peux vous accompagner à faire à travers mes différents programmes, ainsi que le petit dernier qui a été tellement plébiscité lors de sa sortie en décembre dernier que j'ai décidé de le proposer toute l'année, le calendrier de l'avant-bébé. En fait, il s'agit d'un programme audio de 5 minutes par jour pendant 15 jours pour anticiper les étapes clés pour son business avant, pendant et après la grossesse. Pour le prix d'un café par jour et à peine le temps de finir votre tasse, je vous partage pas à pas les étapes à connaître pour concilier grossesse et entrepreneuriat. Le lien avec toutes les infos est en description de l'épisode. Dans le prochain épisode, je vous retrouve pour un épisode spécial Podcaston, c'est-à-dire un épisode au profit d'une association à but non lucratif. Le Podcaston, donc, c'est un événement mondial qui rassemble des milliers de podcasteurs dont je fais partie. Pour ma part, j'ai choisi de mettre en lumière l'association Parents et Féministes avec qui on va parler congé paternité. Pour une fois, le congé paternité des indépendants notamment. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. À la semaine prochaine.